Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture. On commence tout de suite par ce roman de H.G. Wells, donc Herbert George Wells, qui a donc écrit La guerre des mondes. Ce roman qui est paru en 1900 et qui nous fait 200, à peine 270 pages, nous raconte donc l'épopée d'un homme qui se retrouve témoin d'une invasion extraterrestre. Donc il voit voilà, une espèce de lumière bizarre dans le ciel et puis il voit une espèce de météorite qui tombe sur Terre près de chez lui et donc il va à l'aventure voir qu'est-ce que c'est et il se retrouve face à une grosse sphère pseudo-métallique et ils entendent des bruits bizarres à l'intérieur et c'est simplement les petits martiens qui sont en train de transformer leur espèce de boule qui leur sert de moyen de transport en engin guerrier. Et donc on est face à cette guerre. Alors cette guerre que j'ai quand même l'impression qu'on est plus sur de l'élimination de la race humaine qu'autre chose, parce que les êtres humains face à cette invasion ne font pas grand chose, parce que les martiens ont une puissance beaucoup plus supérieure à la nôtre, voilà. Et on est vraiment sur une extermination. Donc on suit cette personne qui va de ville en ville à essayer de devancer en quelque sorte ces martiens. Donc voilà, il laisse sa femme chez un de ses oncles dans une ville pour aller après dans une autre ville. Tout ça se passe en fait autour de Londres. C'est très ciblé sur Londres et donc voilà, donc on suit ce cheminement, il se cache à différents endroits pour échapper à ces martiens et en même temps pour être témoin de tout ce que ces martiens peuvent faire, voilà, leur façon de vivre, tout ça. Et j'ai trouvé ça assez fade par rapport... alors je pense que c'est au fait que ça a été écrit en 1898. Et bien sûr, depuis, nous, on a eu énormément d'œuvres qui traitent du sujet. On a eu beaucoup de films, voire Independence Day, des choses comme ça, qui traitent aussi du sujet de l'invasion extraterrestre. Mars Attack, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que le sujet a tellement été exploité que lire ça, c'est un petit peu fade parce que c'est un petit peu l'origine, on va dire, de ce thème. Donc comme je vous dis, j'ai trouvé ça assez fade. Du fait que il se passe pas énormément de choses, on comprend pas trop le pourquoi du comment, et le cheminement est assez classique, voilà, il y a une séparation, une étopée, et puis des retrouvailles à la fin. Alors je veux pas forcément vous spoiler le bouquin, mais j'ai trouvé ça assez bateau, classique, rien d'original. Ce roman ne m'a pas emporté plus que ça reste quand même un très bon roman sur le thème de l'invasion extraterrestre. Je pense que voilà, celui qui adore ce type de bouquin doit avoir lu celui-ci, mais ouais, je suis restée sur ma faim, comme on dit. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, j'ai terminé La fille du train de Paula Hawkins. Alors, j'ai tellement entendu parler de ce bouquin sur les réseaux sociaux avant que je l'achète, et quand je l'ai acheté, en plus je l'ai acheté je crois il y a 1 an ou 1 an et demi, donc j'ai mis extrêmement de temps avant de le lire. J'avais vu qu'il y avait un très gros engouement pour ce livre, que c'était génial, c'était un thriller palpitant, voilà, vraiment un truc super sympa. Alors mieux qu'un thriller exceptionnel, un piège paranoïaque et jubilatoire, lisez-le, vous comprendrez pourquoi. Donc je m'étais vraiment mis dans l'idée, si vous voulez, que cette fille se crée un monde parallèle en étant dans le train, parce que c'est vrai qu'en dans le train, tu regardes par la fenêtre, tu vois des maisons, tu peux t'imaginer qu'est-ce qui se passe dans ces maisons, la vie des gens, tout ça. Et je pensais qu'on était passé vraiment dans un gros délire comme ça, et vraiment un délire psychologique, psychopathe, à un point qu'elle se serait inventée toute sa vie, voilà. J'étais partie extrêmement loin dans ce livre, alors que finalement c'est un bon thriller basique, où elle est seulement témoin d'une scène qui va enclencher... pas mal de choses. Donc ça raconte la vie de Rachel qui est alcoolique, dépressif suite à la séparation qu'elle a avec son mari.
Et la cause principale, c'est simplement qu'il est parti parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle part en dépression et son mari est donc parti avec sa maîtresse Anna. Et donc on va suivre la vie de ces deux personnages-là et en parallèle la vie de Megan qui est son ancienne voisine. Elle se balade donc en train pour aller au boulot. Elle prend toujours le même train dans la banlieue de Londres et elle passe devant son ancienne maison et du coup elle passe devant la maison de son ancienne voisine et elle est témoin donc que sa voisine a une relation avec un autre homme que son mari et tout part de là et elle apprend que cette voisine disparaît et donc on ne sait pas si elle est morte ou pas sa voisine, si elle est séquestrée quelque part et bizarrement le soir où ça s'est passé c'est un soir où elle était tellement bourrée qu'elle ne se souvient pas ce qu'elle a fait et apparemment elle aurait pris ce train le soir et elle se serait arrêtée dans cette ancienne maison, elle serait venue donc emmerder son ancien compagnon parce qu'elle a l'habitude de l'emmerder au téléphone, tout ça, de tout le temps ressasser le passé. Et donc, elle ne se souvient pas de cette soirée, donc elle ne sait pas si elle a agressé son ancien compagnon, si s'est passé quelque chose avec la voisine, si elle a été témoin de quelque chose, elle n'en sait rien. Et voilà, et tout le roman est basé là-dessus. Et on ne sait pas, moi je vais un petit peu psychoter parce que je me suis dit, ça y est, en fait, c'est cette histoire, elle s'était inventée dans sa tête et peut-être qu'à un moment elle va s'en rendre compte que finalement, cette paranoïa, ce petit côté psychopathe est simplement dû au fait qu'elle boit et que voilà, ça a inventé tout un monde parallèle, alors que non, finalement c'est un simple thriller. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo où j'ai comparé le roman au film, qui est une vidéo qui est assez récente sur ma chaîne, je crois que c'est 2 vidéos en arrière par rapport à celle-ci, donc je vous en ai déjà parlé pas mal, je vous avais dit que je vous en reparlerai en profondeur dans une vidéo point lecture. Bon bah c'est ce que je suis en train de faire, mais ce que je voulais juste raconter par rapport à cette vidéo comparative, voilà, c'est simplement le fait que moi j'étais vraiment partie sur un thriller psychologique où on était un peu dans Shutter Island, pour ceux qui ont lu le bouquin, qui ont vu le film, un petit peu comme ça dans tout un monde parallèle qui se crée dans le cerveau. Et alors qu'en fait, pas du tout. Quand je vous dis, c'est un pauvre thriller basique. Elle était bourrée un soir, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, si elle l'a tué ou pas, ou si elle était témoin d'une chose, ou voilà. Et en même temps, c'est la vie d'une femme totalement au bout du rouleau. Et voilà, donc est-ce que je vous conseille ce roman alors oui et non, parce que oui ça reste quand même un bon thriller, si vous êtes fan de thriller, vous allez passer sûrement un bon moment, parce que il est quand même hyper passionnant. On passe de personnage en personnage, c'est-à-dire que vous avez la vie de Rachel, après vous avez la vie d'Anna, vous avez la vie de Megan, alors c'est très féminin, on n'a pas la vie des messieurs dans ce roman. Mais voilà, donc des fois il y a les mêmes scènes qui se passent, mais vous avez des points de vue différents, ce qui est très intéressant pour analyser les faits. Mais moi je sais pas, j'étais partie sur des petits éléments comme ça, c'était vraiment purement psychologique, alors qu'on est, voilà, comme je dis, sur un pauvre thriller classique. Voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques, tout ça, non, franchement je vous le conseille pas. Si vous avez envie de quelque chose de totalement barré, je vous le conseille pas. Mais voilà, si vous avez envie d'un petit thriller pour cet été, ça peut très bien passer. Pas plus que ça. Personnellement, c'est un bouquin que je pense que je vais revendre, qui ne va pas rester dans ma bibliothèque, parce que je ne l'ai pas trouvé, révélation de l'année, un suspense formidable qui m'a tenu éveillée jusqu'au bout de la nuit, selon Stephen King. Bah voilà, Stephen King, il a l'air d'avoir des lectures assez classiques, hein, parce que moi franchement, ouais c'est vrai qu'on s'accroche quand même, parce qu'on a envie de savoir, mais moi parce que je pensais qu'il y avait un dénouement très psychologique, alors que pas du tout. Peut-être que je vais lire un autre roman de cet auteur, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas accroché plus que ça. On se retrouve après une pause panne de batterie, un tournage avec une image floue. Donc voilà, donc je vous retrouve pour je crois que je suis arrivée à la 3e fois que je retourne l'explication de ce livre. Donc j'espère que, à force de le faire, ça va pas être trop chiant pour moi. Alors, du coup, le 3e bouquin que je voulais vous parler, c'était donc Contes de fées de Stephen King. C'est un roman qui va rentrer dans la catégorie tiens cadeau, parce que je l'ai reçu, je l'ai gagné un concours, voilà, courant, alors quand est-ce qu'il est sorti? Au mois de, je sais plus, mois d'avril,
pour les vacances scolaires, parce qu'on avait... Ouais, bon, je sais plus exactement. Bref, j'ai été avec mes belles-filles à la librairie, voilà, pour acheter des mangas. Et je suis passée devant, et puis de toute façon, j'avais l'intention de l'acheter, parce que je pensais pas pouvoir le regagner en concours. Et voilà. Et donc, j'ai quand même participé au concours de Club Stephen King. Alors, il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant, je l'ai gagné sur Twitter. Donc, j'ai gagné après, donc, de Stephen King. L'année dernière, j'ai joué sur Instagram. J'ai gagné Billy Summer. Et cette année, j'ai rejoué sur Twitter et j'ai donc gagné Conte de Fées. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes à jouer parce que je suis tout le temps la gagnante. Bon bah moi je suis contente, hein, c'est cool. Donc j'ai revendu les exemplaires voilà, sur Vinted. Je suis un peu déçue parce que moi, l'écriture, là, à force d'avoir frotté sur la table, à chaque fois que je le remettais, tout ça, puis même là, si je passe le doigt, en fait, il y a l'écriture qui se barre, tout le doré. Alors ça donne un petit effet très sympathique à la couverture, mais faut que je fasse quand même très attention. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette couverture? Voilà, moi déjà, rien que ça, j'ai eu envie de l'acheter, sans savoir de quoi ça parlait. Et ben, cette histoire de trou, de puits, avec un escalier qui descend, un jeune garçon, on sait pas trop si c'est un homme ou un jeune garçon, mais bon, on le sait après que c'est un jeune garçon, avec son chien, voilà, qui part vers des aventures, qui part vers un autre monde, exactement, et ben ça m'a donné envie. Alors, de quoi parle ce bouquin? C'est donc l'histoire de Charlie qui a l'habitude de passer devant une maison qui est un peu la maison de Psychose, en haut sur sa colline, sur un terrain pas très entretenu, la maison non plus n'est pas très entretenue. Ils avaient l'habitude, lui et un de ses amis, de passer devant, voilà, en allant à l'école, en revenant. Petit à petit, il n'a plus vraiment fait attention à cette maison, mais à l'époque, il en avait peur, et surtout, il y avait un chien féroce qui venait aboyer au portillon de cette maison, de ce terrain. Voilà. Un jour, donc quand il a 17 ans, il entend sur ce terrain des cris d'un animal, des cris étranges, des pleurs, et donc il s'inquiète et il passe au-dessus de la barrière parce qu'il peut pas rentrer, voilà, c'est fermé à clé. Il trouve donc ce chien qui est près de son maître, qui est allongé par terre, et donc il n'est pas mort. C'est donc Monsieur Budic, je sais pas trop comment prononcer ce nom, mais bon, je sens que je vais encore changer plein de prononciation pendant cette explication. Monsieur Bouditch est donc allongé par terre parce qu'il vient de se casser la gueule de son escabeau, il était en train de nettoyer sa gouttière et il s'est donc cassé la jambe. Donc il fait connaissance avec Charlie, les deux font connaissance et automatiquement Charlie se retrouve à devoir appeler les urgences, les pompiers viennent le chercher, ils l'emmènent à l'hôpital, et oui, le chien ne peut pas aller à l'hôpital, donc Charlie se retrouve à devoir s'occuper du chien. Il est très content de pouvoir s'occuper du chien, il dit il n'y a pas de souci, machin, voilà. Et il se retrouve aussi à devoir garder la maison en même temps. Monsieur Bouditch revient chez lui après son séjour à l'hôpital, mais va malheureusement décéder et lui donne donc en héritage cette maison. Cette maison, moi j'ai adoré la découverte que Charlie en a faite, la découverte de quelques pièces, parce qu'on va pas parcourir toute la maison avec lui, mais j'ai trouvé fascinant, voilà, un jeune face à plein d'objets qui sont extrêmement vieux, les objets des années 80 et 90, voilà, il se retrouve face à une vieille télé, c'est même pas si ça marche toujours, il se retrouve à devoir utiliser un radiocassette, voilà, il se retrouve face à des choses qui sont vieilles, que moi personnellement j'ai connu, mais voilà, j'ai bien aimé en fait ce rapport que t'as un jeune qui est féru de technologie face à des choses mécaniques, on va dire. Et voilà, j'ai bien aimé toute cette partie-là, toute cette partie que les gens ont trouvé un petit peu chiante, ces 200-250 premières pages. Et moi j'ai adoré justement, c'est la partie du bouquin que j'ai adoré parce que voilà, j'aime bien les découvertes de maison, tu sais pas trop si elle est hantée, si elle se passait quelque chose, si elle va faire des découvertes de ouf. Bon, il va faire quelques découvertes, mais voilà, rien d'exceptionnel. Et donc sur ce terrain, il y a un cabanon au fond du jardin, et dans le cabanon, il y a un puits. Et ce puits nous mène tout droit vers un autre monde. Charlie va se retrouver à devoir emmener son chien dans cet autre monde, et il a une espèce de quête à faire, en gros, dans ce monde, et il doit revenir après. Mais rien va se passer comme prévu, parce que voilà, c'est un conte de fées, et qui dit conte de fées dit nouveau monde, monde avec des personnages,
personnages haut en couleur, on va dire. Déjà, oui, ce monde est un petit peu acidulé, très coloré, champ de coquelicots, ciel bleu, wali, walou. Bon, ça ne va pas forcément durer pendant tout le bouquin, mais on rentre vraiment dans une histoire, vraiment dans une ambiance conte de fées traditionnelle, Blanche-Neige, voilà. J'ai pas forcément beaucoup accroché là-dessus. Alors, le problème que j'ai eu, c'est que cette partie-là, je l'ai trouvée extrêmement chiante, parce que voilà, on rencontre Dora qui vend des chaussures ou qui les répare, on sait pas trop ce qu'elle fout. J'ai pas tout compris sur le concept de je répare des chaussures, mais finalement c'est mon frère qui les vend, mais j'ai pas tout capté sur. Bon, bref. Voilà, après il y a une gardienne d'oie. Voilà, donc on rencontre des personnages comme ça au fil du chemin pour arriver à la ville. Et ouais, j'ai trouvé ça un petit peu chiant parce que j'ai trouvé ça extrêmement long, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Et alors, on comprend plus tard l'intérêt de prendre connaissance de ces personnages-là. On remarque qu'ils ont tous une espèce de malédiction, qu'ils ont tous des problèmes. Ils sont tous un peu handicapés, en gros. Ils ont, enfin, chez Dora, elle a une espèce de visage flou, on comprend pas trop. Au début, la gardienne d'eau, elle peut pas parler, elle a plus de bouche. Voilà, il y en a qui ont plus d'yeux, il y en a qui ont plus d'oreilles. Tu comprends, il y a une espèce de malédiction, on ne sait pas pourquoi. Donc il est obligé d'aller jusqu'à la ville, faire un truc et revenir. Mais comme par hasard, il ne pourra pas forcément revenir tout de suite. Il va se passer plein d'événements extraordinaires. Et voilà, et la lecture de ce roman, moi j'ai commencé très haut en me disant waouh, c'est vachement bien, un espèce de page turner. Voilà, où j'ai mon attention était au maximum, j'ai vraiment eu envie de savoir qu'est-ce qui se passait et tout. C'est retombé avec cette histoire de rencontre de différents personnages qui étaient hyper gnangnang. Après, il y a cette histoire où il rentre dans la ville, qui est hyper passionnant, d'aller jusqu'au point où il doit aller et puis de revenir. Là, c'était revenu assez haut, mais pas non plus au point de départ. Ensuite, le fait qu'il ne puisse pas ressortir tout de suite de cette ville, mon attention est totalement redescendue. Et après, on a fait des petites vaguelettes comme ça de oh, tiens, il se passe un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer après? Tac, à peu près, oh là là, c'est chiant. Et ça a été comme ça tout du long. Du coup, j'ai eu du mal, quoi. Voilà, moi, passer les 300 premières pages, j'ai trouvé ça long et chiant. Mais pourtant, j'avais quand même envie de savoir où ça aboutissait. Et j'avais envie de le finir, surtout. Et ouais, j'étais mitigée. Voilà, j'étais un côté ouais, c'est chiant, puis il y a des moments où tu sais, t'as envie de savoir, voilà, donc c'était assez étrange comme lecture. J'ai fortement apprécié tous les petits clins d'œil qu'il y a dès le début, comme à Kuro, donc ce chien méchant, bouquin que je n'ai pas encore lu de Stephen King, donc l'histoire le petit parallèle entre les jeunes qui trouvent que le chien il est méchant tout du bah parce qu'ils le connaissent pas quoi, qu'il est agressif. Donc il y a un parallèle avec Kuro. Je pense qu'il y a pas mal de petits parallèles comme ça tout au fil du bouquin avec des personnages écrits par Stephen King. Alors, comme je n'ai pas lu énormément de Stephen King, je pourrais pas forcément faire l'analyse complète, mais je pense qu'il y a différents petits clins d'œil comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, après il y a des références à toute la pop culture actuelle, c'est-à-dire Game of Thrones. Il y a surtout une grosse référence à Lovecraft arrivée dans la dernière partie du bouquin. Voilà, il a essayé en gros de recréer un univers Lovecraftien dans la dernière partie du roman. Est-ce qu'il y a réussi? Pas trop. Moi, j'aurais préféré que dès qu'on arrive au fin fond du puits, qu'on rentre directement dans un pays Lovecraftien. Parce que je pense que ça aurait peut-être eu plus dans un délire horrifique, fantastique à la Stephen King que cette espèce d'environnement coloré. Alors, c'est pas spécialement coloré, mais je trouve que c'était quand même vachement acidulé. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance un petit peu conte de fées. Prince charmant, voilà, princesse, tout ça. Et puis il y a tout le temps des parallèles avec d'autres contes, avec les contes de fées qu'on connaît, quoi. Que ce soit Boucle d'or, que ce soit Les Trois Petits Cochons, voilà, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits et ça m'a un peu dérangée. J'aurais préféré rentrer dans un conte de fées d'une histoire nouvelle, en gros. Et puis il a vraiment gardé les codes, comme je vous dis, du conte de fées avec cette histoire de il y a un monde,
où tout se passait bien. D'un coup, il y a quelqu'un qui fout, il y a un méchant qui arrive, qui fout la merde partout. Et puis, pouf, il y a le prince charmant qui vient délivrer sur son cheval blanc. Bon, bah là, il n'a pas de cheval blanc, mais on est presque, c'est un peu ça, quoi. Il y a le prince charmant qui arrive et qui va délivrer tout le monde. Wouhou. Et c'est cet aspect-là du conte de fées que moi, j'ai pas... Voilà, moi, c'est ce que j'aime pas dans les contes de fées. Et encore, on a évité quand même la romance avec la princesse. Ça, déjà, on a largement évité ce côté-là. Donc, c'était déjà vraiment bien qu'il n'y ait pas ça. Donc, on va pas trop en demander. Mais comme je disais à Voxiteria quand je vais commenter sa vidéo qui analyse ce livre, eh bien, oui, le méchant dans ce bouquin ressemble à un Cthulhu. Ça, j'ai pas... Bon, je vous spoil un petit peu, mais... Voilà, c'est pas non plus du gros spoil de ouf. De toute façon, dès lors qu'il commence à parler de Lovecraft et que ça lui fait penser à Lovecraft, automatiquement, vous savez, vous vous doutez dans le bouquin que vous allez vous retrouver avec un pseudo Cthulhu. Alors là, le pseudo Cthulhu, c'est un poulpe en bouée gonflable pour piscine. Voilà, c'est un peu la description que j'en ai fait, qui se dégonfle au bout d'un moment. Bon, je suis pas sûre que la référence sera comprise par tout le monde, mais voilà. Moi, c'est ce que ça m'a fait penser parce que c'est une pure imitation, mais une imitation pas forcément super bien faite. Voilà, je trouve qu'il a essayé d'imiter un récit de Lovecraft, mais sans ce côté horrifique, alors que c'était vraiment une extrême bonne idée de faire un espèce de Lovecraft avec le monde de Stephen King, quoi. C'est vraiment une très très bonne idée, mais ça l'a pas fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai fortement apprécié les petites illustrations. Je crois que c'est le seul roman de Stephen King. On pourra peut-être me dire en commentaire s'il y en a d'autres, comme je les ai pas tous lus, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le premier roman où il y a des illustrations en début de chapitre. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est le titre des chapitres. Parce que là, voilà, bon là on est sur le chapitre 11, c'est juste marqué « Cette nuit-là, un moment d'absence au lycée, papa s'en va, le puits des mondes, l'autre, la vieille femme, une vilaine surprise. » Et en fait, c'est pas un titre, c'est le déroulement du chapitre. Et ça m'a extrêmement dérangé. Ça pourrait être simplement une notion d'indice, mais pour moi ça a été d'indice un petit peu qui divulgage le reste de l'histoire. Parce que au début j'ai pas trop fait attention à ça, et puis petit à petit je remarque que ah oui, je suis arrivée là par rapport au titre, tac tac tac, et dès que tu rentres dans les différentes parties du chapitre, voilà, c'est le déroulement de l'histoire en fait qui est écrit en titre, et ouais, ça m'a dérangé. Alors il y a des moments les moments qui étaient plates, quand je voyais le titre et que je me disais ah merde, il n'est pas encore sorti de cette affaire là, bah ouais, ça m'ennuyait un peu de savoir qu'il allait pas encore sortir de cette affaire là. Et il y a d'autres moments où justement ça m'a motivé à lire ces chapitres là, parce que je me dis ah, il y a un petit truc, ça change, il y a un dénouement, il y a un truc, ça va bouger un peu. Malgré que ça bouge quand même dans le bouquin, c'est pas le problème, mais ça va changer de situation, on va dire. Voilà, pour être un petit peu plus clair sans rentrer dans les détails. Est-ce que je vous conseille ce livre? Alors, si vous êtes fan de Stephen King, oui, clairement. Sinon, non, passez votre chemin. Je pense qu'il y a des Stephen King qui sont beaucoup mieux. Je ne sais pas si Billy Summer, l'avant-dernier, je ne l'ai pas lu, et je crois qu'il a des très très bons retours. Mais moi, j'avais lu après, et on est un peu dans le même degré. C'est-à-dire que je reste sur ma faim, c'est du Stephen King, mais ça aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a plus ce Stephen King des années 90, il y a plus ce côté un petit peu horrifique, un petit peu fantastique. Là, je sais pas. Alors après, est-ce que c'est moi avec une question de maturité, avec l'âge, qui fait que je trouve que c'est moins fantastique qu'avant, ou c'est clairement moins fantastique? Ça, je ne sais pas trop, mais c'est clair que... je suis moins en moins dans l'appréciation de ces derniers romans. Donc j'espère que, bon, je sais pas quand est-ce que sortira le prochain, mais j'espère que ça fera vraiment une bonne claque, parce que ça me ferait vraiment du bien d'avoir une bonne claque sur un prochain Stephen King. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces 3 romans. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi j'adore discuter en commentaire des romans, d'avoir vos avis, même s'ils sont totalement différents aux miens. C'est toujours très intéressant de pouvoir en discuter. Et sinon, eh bien, je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye!